On n'est pas sorti des rangs, c'est la galère. Salut à tous! Quel plaisir de vous retrouver sur Radio Alliance Plus et Rage pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville. Enjeux environnementaux, économiques, sanitaires, la ville est mise à mal par de nombreuses problématiques. Mais la ville, c'est une représentation de notre société, c'est les liens, c'est la culture, c'est le partage. Alors, quel avenir pour nos villes ? Pour parler de tout ça en détail, je vais accueillir à distance cette fois deux invités, Emeline Bailly, docteure et chercheuse en urbanisme, et Dorothée Marchand, docteure et chercheuse en psychologie sociale et environnementale. Bonjour Emeline, bonjour Dorothée, ravi de vous retrouver pour ce podcast On n'est pas sorti des ronces. Déjà, est-ce qu'on vous entend bien ? Très bien, Ok, parfaitement. super. Du coup, je vais vous poser les trois questions classiques. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Et pourquoi le faites-vous ? Je t'en prie, Amine. Alors, je commence. Emeline Bailly, je suis chercheure en urbanisme avec un angle sciences humaines et sociales, puisque j'ai aussi étudié en sociologie. Ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment les personnes vivent les lieux, qu'est-ce qui fait expérience pour les personnes, qu'est-ce qui fait qualité pour ces personnes, et quelle incidence ça a sur la conception des lieux, comment ça vient questionner la manière de faire la ville. Donc, je m'intéresse à des notions qui s'expriment à l'interface entre l'expérience et la conception urbaine, comme la qualité urbaine, pour lequel nous avons écrit un ouvrage avec Dorothée, et aussi des notions comme espace public qui exprime la vie sociale et la vie politique, le paysage qui peut être un ressenti du monde, ou les ambiances sur les perceptions sensorielles, le fond du monde, comme disait Goya. Donc, ça me paraît important aujourd'hui de questionner ce rapport entre les êtres et les lieux, notamment puisqu'on est face à pas mal de changements globaux qu'il s'agit de tenir compte, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle urbaine et plus globale, évidemment. Merci. Dorothée Marchand, moi je suis chercheure en psychologie sociale et environnementale. Je fais, comme Emeline, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche-action, en travaillant dans un centre de recherche assez appliqué. Je suis amenée à travailler avec pas mal de disciplines différentes, issues des sciences dures essentiellement, puisqu'on est très peu de sciences humaines. Et ce qui m'interpelle beaucoup sur des aspects, sur de multiples aspects de notre environnement et de la qualité de vie. Et moi, ce qui m'intéresse et ce sur quoi je travaille, c'est beaucoup sur la prévention des risques et la gestion des crises, mais aussi sur des processus individuels et psychosociaux qui sont la vulnérabilité face à ces risques, mais aussi la résilience, c'est-à-dire les capacités, les stratégies que les individus mobilisent et développent pour faire face à des problématiques, par exemple les problématiques environnementales, les problématiques écologiques ou les problématiques climatiques. Et je m'intéresse à des processus un peu particuliers qui sont la représentation que l'on a de ces phénomènes, la perception sociale, l'appropriation des lieux, l'attachement, voilà, un ensemble de... Et je le fais, pourquoi je le fais ? Je le fais par passion, déjà, parce que ça fait 30 ans que je fais ça avec passion, et ça continue. Et comme le disait Emeline, nous avons fait un premier ouvrage ensemble en 2019 qui portait sur la qualité urbaine. Et depuis, on essaye de développer à la fois une sous-discipline, une discipline, essayez, lançons-nous, et qui consiste à essayer de développer une approche à la fois en urbanisme et en psychologie pour aborder des phénomènes urbains. Bon, merci beaucoup pour vos deux présentations. Et c'est vrai que la ville, c'est un sujet qui fait de plus en plus parler, déjà lié à la crise du Covid. Et c'est vrai qu'il y a une approche, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a toujours, on est de plus en plus critique sur la vie en ville et les enjeux sont de plus en plus majeurs liés à l'environnement et
par exemple la pandémie également. Et du coup, c'est vrai que peut-être mieux appréhender la ville à l'avenir, je pense que ça va être une problématique à prendre de plus en plus en compte. Et bon, première question, quand on parle de ville, déjà, de quoi parle-t-on? Et moi, naturellement, hein, c'est vrai avec mes études en géographie, quand je pense à la ville, je pense à l'urbain. Est-ce qu'on doit automatiquement l'assimiler à l'urbain? Alors pour moi, pas du tout, puisque la ville et l'urbain sont deux choses complètement différentes. La ville même si c'est un concept difficile à définir, hein, l'INSEE va le définir par rapport à une taille et une densité de nombre d'habitants, mais c'est pas forcément. Ça peut paraître réducteur puisque ces seuils de population peuvent être très variables d'un pays à l'autre. Je crois qu'ils sont de 200 habitants au Danemark et 50 000 au Japon pour définir une ville, donc ça n'a absolument pas de sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur effectivement la notion de ville qui vient du mot villa, qui à l'origine désignait une exploitation agricole ou un domaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie d'une part à un site, à l'habiter et à une vie en commun. Donc ça, c'est intéressant pour déjà définir l'origine de ce qu'est la ville. Et aujourd'hui, évidemment, c'est un concept difficile à définir puisqu'elle s'est fortement étendue d'abord avec la banlieue, puis la métropolisation de l'habitat collectif et du pavillonnaire qui a formé le périurbain, jusqu'à former le périurbain. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre que la ville, c'est plus que que ça peut aller jusqu'à former une société urbaine. Et je pense que ça crée une culture urbaine. D'ailleurs, si on revient encore aux origines, le mot civis a donné civitas, civilité. Urbs, en romain, le mot urbanité. Donc, on est effectivement lié à une culture, à une manière de faire société. Et donc, la ville est difficile à réduire à l'espace urbain, qui désigne plus aujourd'hui des espaces de flux, des espaces de non-lieu, des espaces indéterminés qui ne font plus espace public, qui ne font plus vie sociale et qui ne font plus une culture et une société commune. Et donc, je pense que la question de renouveler la ville, elle est extrêmement importante quand on est dans un phénomène à la fois de métropolisation et de disparition de la ville au profit de l'urbain. On parle de conditions urbaines, Olivier Mangin par exemple, et d'aller vers effectivement plutôt de revenir effectivement à la ville en tant que société urbaine composée d'individus et de dynamiques collectives qui peuvent être attractives. Donc en gros, c'est vrai que quand on va parler par exemple de ville, on va parler voilà, de ce côté un peu sociétal, et quand on va parler de l'urbain, ça va être plus de quelque chose de matériel et de palpable, on pourrait dire ça. En fait, l'espace urbain renvoie plutôt à une dimension mathématique, à des espaces de flux fonctionnels qui permettent de relier un point A ou un point B. On va opposer par exemple une route à une rue. La ville est composée de rues, alors que l'espace urbain va être composé de routes, plus des espaces de flux. Je caricature évidemment. Bien sûr. Mais c'est pour donner à comprendre effectivement les différences qui sont très significatives quand on parle d'espace urbain par rapport à la question de la ville. Et du coup, nos villes, là, donc, on va faire bientôt le rapport donc, à l'écologie. Nos villes, comme on les connaît actuellement, donc, comme vous l'avez précisé, ne font que grandir, hein. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a le terme de périurbanisation, qui est en gros, on va dire, c'est un peu le côté périphérique des villes, avec les quartiers pavillonnaires, etc., qui font que les villes s'agrandissent. On parle bien sûr de métropole. Comment donc ces villes, qui ont une image un peu négative actuellement, surtout liée aux enjeux climatiques et environnementaux, comment du coup, ça impacte, comment elles impactent l'environnement, en gros? Alors, peut-être pour répondre à cette question sur le rapport à l'environnement, évidemment, de plus en plus, on se rend compte que les villes sont vulnérables aux évolutions climatiques, aux pollutions environnementales. Donc, c'est très documenté, ce n'est pas la peine de revenir dessus plus dans le détail, puisque effectivement, on sait que par rapport aux îlots de chaleur urbains, par rapport aux vulnérabilités inondations, par rapport aux inondations, etc. Enfin, il y a de nombreux sujets qui impactent plus fortement les villes, dans la mesure où elles sont très minéralisées et particulièrement denses et particulièrement soumises aux aléas climatiques.
Ce qui est intéressant, c'est que ça remet en scène la question de l'écologie et notamment de la capacité de résilience et d'adaptation de la nature par rapport aux espaces anthropisés, aux espaces construits, édifiés, où on a nié le site et l'écosystème, enfin l'écologie plutôt, puisque l'écosystème, ça peut être réducteur, l'écologie naturelle d'un lieu. Donc c'est une première question qui se pose à la ville. Alors aujourd'hui, les villes n'ont pas une image négative, mais c'est bien plus ambivalent que ça, puisqu'elles continuent à être attractives pour un certain nombre de populations, notamment les populations les plus jeunes ou les populations qui sont en recherche d'un mode de vie urbain avec la dimension culturelle et sociétale que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vulnérabilité de la ville est de plus en plus ressentie et donne lieu à des réclamations, des aspirations différentes dans les représentations de la ville que pourrait être celle de demain. Donc ça, c'est relativement intéressant et nouveau. D'ailleurs, après le confinement, on a parlé de départ de ménages vers le monde rural ou vers les campagnes. Et finalement, là, il y a une étude du PUCA qui est en cours d'élaboration qui a montré que finalement, il y avait assez peu de départs. Il y avait quelques départs de familles qui étaient venues s'installer en milieu rural, essentiellement des familles avec enfants, mais finalement qu'on n'était pas du tout face à un phénomène massif, que ça restait relativement ponctuel et qu'on avait finalement des mouvements de population. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont parties, mais d'autres qui sont arrivées dans les métropoles. Donc on a finalement des équilibres en termes de niveau de population qui restent assez semblables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène de double résidence qui se déploie avec des personnes qui, et ça c'est très nouveau, qui achètent une résidence secondaire, notamment pour avec une valeur refuge, c'est-à-dire de trouver un lieu en cas de difficulté pour pouvoir se replier sur un lieu dans la nature. Mais Voilà. ça fait écho à ce que vous dites sur le côté, sur la perception. C'est-à-dire que sur le côté où en fait il y a une vulnérabilité qui est ressentie par les individus qui habitent en ville et du coup, par anticipation, ils vont aller jusqu'à acheter quelque chose au cas où si le risque devenait majeur. En tout cas, c'est pour les personnes qui en ont les moyens. Oui, bien c'est sûr. une Oui, ça c'est stratégie sûr qui que ça se met en correspond. place. Voilà, c'est sûr. C'est une stratégie qui se met en place et ça, c'est très nouveau, l'achat pour se replier en cas de catastrophe et qui signifie effectivement ce sentiment de vulnérabilité des villes. Et donc, il y a ce mouvement-là d'une part, et puis il y a l'autre mouvement qui se matérialise par les demandes citoyennes vis-à-vis des collectivités pour transformer la ville, donc notamment en direction de plus d'espaces naturels, plus d'espaces de respiration, de limiter les pollutions en ville, qu'elles soient sonores, atmosphériques. On a une multiplication des mouvements citoyens aujourd'hui par rapport à ces questions-là, qui sont en essor constant depuis un certain nombre d'années. Bah, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que, par exemple, sur le cas de Paris, on est face à une certaine opposition. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont encourager, par exemple, le fait qu'on est en train de piétoniser une grande partie du centre-ville, les berges, etc. Et du coup, forcément, si on a moins de voitures au centre-ville, ben, la qualité de l'air sera bien meilleure. Et à la fois, le côté, bien sûr, pratique et le côté, bien sûr, par rapport à l'emploi de chacun qui pose problème. Et du coup, forcément, il y a une opposition. C'est très clivant, non, comme sujet? Alors c'est extrêmement clivant et on est toujours dans ces ambivalences au niveau des politiques publiques et des aspirations citoyennes, pas tant au niveau des politiques publiques que des aspirations citoyennes, puisque je vais prendre un exemple sur la densification, puisque vous prenez l'exemple de Paris. Tout le monde promeut plus d'espaces de nature et en même temps les politiques publiques comme les citoyens, et en même temps il y a des demandes de logement qui vont conduire, ou des stratégies aussi de promotion immobilière et de support de filières de la construction qui vont favoriser finalement la densification de la ville. Donc on a des oppositions et des ambivalences en permanence entre dédensification, densification, piétonisation, déplacement et surtout les champs
on va se retrouver dans des questions finalement qui sont assez frontales, mais qu'il va falloir dépasser, puisque aujourd'hui, on sait que les changements climatiques et environnementaux sont vraiment en train d'advenir, et donc il va falloir effectivement changer de modèle. Et la réputation sur le côté négatif, l'aspect négatif que les gens pourraient voir en tout cas dans la ville, ça va se nourrir de quoi? Donc ça va partir par exemple, pour un cas comme Paris, ça va partir sur les bouchons, le nombre de gens dans les métros, la qualité de l'air. Quels sont, on va dire, le souci majeur pour les habitants de Paris, par exemple? Bah, que ce soit pour Paris ou pour d'autres villes, hein, depuis les années, enfin, c'est pas nouveau, mais il y a un phénomène d'accélération avec l'urbanisation croissante. Mais quand même, il y a la perception d'une qualité environnementale qui se dégrade, qu'il s'agisse de l'air, comme vous en parliez, alors l'air extérieur, mais aussi la pollution sonore, parce que les citadins sont exposés à des pollutions sonores parfois à la limite du supportable, et un ensemble de stress environnementaux qui se heurtent à une diminution de l'espace vital naturel, et donc de la possibilité de pouvoir se ressourcer dans l'espace public, ou pas que dans l'espace public, dans l'espace privé, puisque les logements se réduisent de plus en plus. Mais en tout cas, il y a c'est, comme disait tout à l'heure Emeline, une attractivité urbaine qui demeure, parce qu'il y a un attachement à ce qui fait ville, aux sociabilités urbaines. Mais en parallèle, il y a quasiment un niveau, un seuil qui a été atteint, qui confronte les citadins à un tel niveau de stress environnemental qu'ils n'arrivent plus pour un certain nombre, à supporter l'ambiance urbaine dans laquelle ils vivent. Et actuellement, avec Emeline, nous travaillons sur un projet de recherche sur les écolieux, et on échange avec beaucoup de citadins qui partent en milieu rural pour reconstituer des écolieux, et ils font société ensemble. Ils restent proches des villes, très connectés aux villes, mais ils se reconnectent avec la nature. Ils redéfinissent des conditions de vie sociale qu'ils avaient perdues en ville, et réussissent à se restaurer en prenant des distances avec les stress qu'ils ne pouvaient plus supporter en ville, se reconnectent avec la nature, retrouvent des sonorités, un rapport à l'environnement, pas assaini, mais qui est davantage source de bien-être que de stress, comme c'était le cas en ville. Enfin, dans certaines villes, parce que Oui, oui, toutes les voilà. Oui, villes voilà. ne sont pas non plus. Oui, Voilà, là, on comme parle quand Paris, oui. même Voilà, on parle de de. certaines villes. Déjà, on parle de certaines villes et on parle de certaines populations, Hmm. parce que, encore une fois, il y a des personnes qui vont adorer être exposées à une à une vie urbaine intense, qui ne vont pas se sentir stressées face à certains bruits. Voilà. Après, il y a la perception individuelle aussi, qui est très importante dans l'évaluation qu'on fait de son environnement. Donc, on ne va pas non plus faire des généralités, hein. Ça reste très subjectif, même si effectivement, il y a des niveaux de seuil qui vont rendre plus ou moins tolérables certaines expositions négatives. Mais il y a aussi des populations qui vont plus facilement que d'autres, et Emeline l'exposait tout à l'heure en parlant d'un dédoublement résidentiel, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui vont être moins captives dans la ville que d'autres, qui vont avoir la possibilité d'aller se restaurer, en s'échappant régulièrement pour aller dans la nature, et d'autres qui vont être plus captives d'un environnement stressant et qui vont avoir plus de mal à le supporter. Et le confinement, encore une fois, a bien montré ces inégalités en termes de possibilité, pardon, de se restaurer après une exposition stressante. Bah, c'est vrai que là, je vais me faire un peu avocat du diable, mais par exemple, l'attractivité au final d'une ville, le fait qu'il n'y ait pas eu forcément un courant, enfin une vague de départ des villes, c'est aussi, comme vous dites, c'est que c'est lié à l'emploi, c'est lié à l'immobilier, c'est lié à beaucoup de paramètres comme ça. Et l'attractivité, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'attractivité, je ne sais pas, économique, n'est pas un signe de bonne santé de la ville, forcément, non?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse réduire une ville à... le choix d'habiter une ville uniquement à des questions d'emploi, Oui, même bien sûr, si bien sûr, pour une partie de la population, je une pense qu'il question. faut vraiment nuancer. Je faisais Je une crois qu'il y a perche. vraiment une partie de la population qui apprécie de vivre en ville. Moi-même, j'ai grandi à Paris, j'apprécie de vivre en ville, Je suis un urbain même aussi. si j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Mais je pense que c'est vraiment important de considérer que c'est aussi un mode de vie qui peut être source d'épanouissement pour voilà, mille et une raisons de possibilités de sociabilité exacerbées, de possibilités culturelles, de possibilités de rencontres et de plaisir à être d'une certaine manière avec les autres. Mais, comme le soulignait Dorothée, il y a une partie de la population qui est captive, qui n'a pas forcément les moyens d'avoir des stratégies de mise à l'écart de situations stressantes, qui va faire des déplacements en transport en commun importants. Enfin voilà, on les connaît, hein, le métro boulot dodo. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir cette ambivalence du rapport à la ville qui est liée à une prise de conscience de sa vulnérabilité et qui amène des comportements différents et des revendications pour un autre modèle de ville. On a parlé des écolieux, donc là c'est le cas de personnes qui choisissent de partir et d'expérimenter une autre manière de vivre avec un fonctionnement plus écologique, enfin qui décident de mettre leur transition écologique en acte. Donc ils considèrent que le milieu rural est intéressant dans la mesure où ça leur permet de vivre en autonomie, d'accéder à un foncier, de permettre de vivre en communauté. Donc c'est vraiment un cas assez radical, mais il y a mille et une façons de s'adapter aussi en ville. À travers la dotation dans son habitat d'être dans un habitat plus écologique, de recueillir à une énergie plus propre, de consommer de manière plus écologique. Donc on voit une évolution des modes de vie vers des pratiques plus écologiques et des aspirations écologiques qui s'expriment en direction des politiques publiques. Ces départs que vous avez identifiés vers des écolieux, ça concerne principalement quelle classe sociale, tout type de classe sociale? Vous avez pu identifier quoi dans vos travaux? Alors, dans les travaux qu'on a commencés, on a plutôt identifié des ménages de classe moyenne et aisée, plutôt de jeunes urbains qui décident de faire projet ensemble dans ces écolieux. Mais il peut y avoir aussi des ménages plus précaires qui vont aussi s'installer dans un écolieu ou créer un écolieu aussi pour retrouver un équilibre économique et écologique. On a aussi ces cas de figure. Bon, là, on a fait un constat ensemble de la ville. Hein. On a pu voir un peu donc les aspects, l'aspect de vulnérabilité, l'aspect un peu négatif, le fait qu'il finalement il n'y ait pas eu tant de départs que ça, que c'était aussi voilà, que c'était un peu plus, que c'était assez ambivalent. Mais parlons un peu de demain. Comment on rend une ville écologique et durable? Alors là, vous posez. C'est une question assez large, hein, j'avoue. J'aime bien les questions qui ouvrent 5. Et durable. Non, alors moi, j'aime pas trop la notion de développement durable qui a été moi non plus. et qui renvoie plutôt à une notion de croissance verte. Oui, exactement. Aller vers un plus grand changement de paradigme. On est totalement d'accord. Donc la transition écologique, elle introduit un peu plus cette dimension, même si elle reste dans un schéma de transition, d'un passage d'un état à un autre, et je pense qu'il faut accélérer le mouvement. Mais je suis d'accord sur le terme ville écologique. Merci. Je vais essayer de développer. Bon, alors je reprends. Comment rendre une ville écologique? Voilà. Donc, comment rendre une ville plus écologique et je dirais plus sensible également. Car il me semble qu'aujourd'hui, ce qu'on a évoqué sur la ville par rapport à ce sentiment de vulnérabilité, c'est aussi lié à une crise des représentations de l'avenir et des modèles de société susceptibles de se dessiner pour demain. Aujourd'hui, on a une rupture finalement de nos horizons sociétaux puisqu'on ne parle
parle que d'effondrement, de changement climatique avec des possibilités de chaos, de désastres, de catastrophes. Et donc, il s'agit aussi de redonner de l'espérance. Et c'est pour ça que c'est important, nous, en tant que chercheurs aussi, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est support de vulnérabilité, mais qu'est-ce qui est support de réenchantement ou quels sont les signaux faibles qui vont finalement pousser des gens à vivre autrement et à s'adapter à la nouvelle donne sociétale qui est en train d'advenir. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, en termes de ville écologique, le premier axe, c'est effectivement de renaturer les villes. On a besoin de retrouver notre relation sensible au milieu naturel, tout en étant dans des environnements, enfin des villes et des espaces urbains renaturés. Donc c'est vraiment la question de trouver une nouvelle alliance entre la ville et la nature, entre les humains et les non-humains, la faune, la flore, le cycle des saisons, notre sentiment de vie sur Terre. Donc c'est toute cette reconnexion qui est vraiment fondamentale. Et je pense qu'on ne peut pas séparer l'écologie de cette vie sensible, que j'appelle sensible, de notre relation à la Terre. Et donc, ça passe d'abord par la renaturation, donc par la mise à disposition d'un maximum d'espaces de pleine terre, de nature, avec une nature libre et spontanée qui peut accueillir une biodiversité, une faune, une flore, qui peut vivre sa vie et permettre ce vis-à-vis entre les humains et les autres formes de vie. C'est intéressant aussi puisqu'on sait, j'aime pas trop non plus cette notion de service parce qu'elle instrumentalise des services écosystémiques, les services rendus par la nature, pardon, joli lapsus, mais qui sont intéressants évidemment pour résister aux catastrophes qui pourraient arriver, aux îlots de chaleur urbains pour rafraîchir la ville, aux inondations pour capter l'eau, etc. etc. Donc il me semble que ça c'est un des premiers leviers. Un autre levier c'est de créer des milieux naturels et des espaces urbains communs, des espaces publics, de revenir avec des espaces de nature qui permettent de créer du commun et de la vie ensemble pour redonner un sentiment d'urbanité à la ville par rapport à ces questions de métropolisation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça me paraît aussi un levier important pour maximiser l'usage, les expérimentations des modes de vie un peu différents en relation avec la nature et sensibiliser à l'écologie plus globale. Et puis enfin, il y a la nature nous offre une opportunité de sentir, elle a une filiation finalement avec le monde sensible puisqu'elle nous permet d'éprouver des sensations à travers les odeurs, les matières, le vent, le toucher. Et puis, elle favorise un sentiment d'être en relation avec la Terre. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Je l'ai évoqué rapidement, mais il me semble qu'il faut retrouver ce lien avec la nature comme force d'engendrement, comme le dit sa définition étymologique. Et donc de se reconnecter finalement à soi. Et donc là, je passerai la parole à Dorothée pour la partie psychologique, mais de se reconnecter à soi et à l'être qui est en nous. Donc, dans ses fondements existentiels, pour effectivement ne pas se couper de soi-même, des autres et de l'écologie du monde. C'est une transition assez parfaite pour Dorothée. Oui, on se connaît bien, hein, c'est pour ça qu'on a l'habitude de travailler ensemble, hein, on sait qu'on se donne la parole. Oui, alors c'est effectivement ce qui est. Il y a un défi essentiel à relever
qui est de réduire cette opposition, enfin pas éternelle, mais séculaire, hein, millénaire entre la ville et la nature, puisque les villes se sont souvent quand même développées en mettant la nature à distance, justement pour mettre aussi le sauvage à distance. Et la ville écologique ou la ville biodiversitaire, enfin, en tout cas, un mode de vie plus écologique en ville va supposer de surmonter certains obstacles, hein, comme les biophobies qui sont importantes, hein. À titre d'exemple, un collectif dans le 19e arrondissement s'est battu pour avoir une grande façade végétalisée afin de rendre un peu écologique un bâtiment. Et puis, une fois que les rats, les insectes ont fait intrusion dans les appartements, ce même collectif s'est battu pour que la façade ne soit plus sur leur immeuble. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Par ailleurs, il y a des bénéfices qui sont très importants. Donc, Emeline a bien sûr parlé des solutions basées sur la nature qui sont essentielles tant sur le bien-être que sur l'adaptation des villes au changement climatique. Mais aussi, il y a un bénéfice qui est fondamental, qui est dans la reconnexion à la nature, c'est cette capacité aussi à nous faire ressortir. C'est-à-dire qu'avec la distanciation avec la nature, il y a eu une diminution de la familiarité avec la nature. La nature est devenue un loisir, une décoration, une valeur quasiment fonctionnelle dans la ville. Et là, il s'agit il y a un grand défi à relever, mais de ressortir des espaces intérieurs, de repratiquer les espaces publics. Et la nature est aussi un vecteur, donc c'est à la fois un moyen et une finalité, de ressortir de chez soi, des espaces intérieurs qui sont de plus en plus investis. Là, on parle d'une théorie de l'extinction de l'expérience pour exposer à quel point les enfants ne connaissent plus le nom des arbres, les sonorités des oiseaux. Enfin, il y a vraiment une distanciation un peu assez grave, hein, je trouve, avec la nature. Et donc, l'enjeu des villes écologiques, c'est aussi de modifier les comportements, de transformer les représentations de la nature et de faire ressortir des personnes qui restent beaucoup trop confinées chez eux ou dans les espaces intérieurs, avec des loisirs dans des gymnases, dans des malls, que sais-je. Mais en tout cas, la ville écologique doit aussi permettre de reconnecter les citadins avec la nature, et pour cela, cesser de bétonner, excusez-moi du terme, hein, mais à tout va, et redonner de la place à des espaces naturels, plus ou moins sauvages, plus ou moins maîtrisés en fonction des aspirations des citadins, parce que les citadins devraient être les premiers concernés, les premiers concertés. Qu'est-ce qu'ils espèrent dans l'espace public? Et je pense qu'ils sont très nombreux à avoir envie de beaucoup plus de nature qu'ils n'en disposent. En fait, là où c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est le côté au niveau de la biophobie. C'est-à-dire qu'on a vraiment. J'ai bien aimé aussi comment tu as introduit sur le côté on a écarté le sauvage. C'est comme si on avait. Pendant longtemps, on a eu peur de l'extérieur. Donc, on s'est tous renfermés dans ce. En fait, la ville était presque un synonyme de protection. Et du coup, en fait, on a maintenu ça alors qu'il n'y avait plus de danger à l'extérieur. Et du coup, ça s'est presque matérialisé dans le fait qu'au final, comme tu dis, hein, il va y avoir des personnes on va se retrouver avec des façades murales. Bien sûr, une façade murale va créer un petit écosystème qui va attirer forcément des différentes espèces, et différentes espèces qui vont pas du tout être intégrées par les habitants locaux parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude, quoi. Oui, c'est ça. La ville est cherchée, enfin, est envisagée comme une enveloppe protectrice au même titre que l'habitat. D'ailleurs, l'habitat, la zone refuge, depuis l'aube de l'humanité, ce sont des espaces qui se sont développés pour se protéger des agressions extérieures. Donc, du froid, du chaud, mais aussi des animaux sauvages, des orages, de tout ce qui nourrissait nos peurs. Et on retrouve toutes nos peurs archaïques et moins archaïques dans les contes de fées, et on voit bien que voilà, on s'est construit un sentiment de sécurité dans la ville aux dépens pour se protéger de nos peurs de la nature sauvage. Donc la dimension sauvage, c'est vraiment une question clé sur laquelle on réfléchit d'ailleurs avec le groupe d'urbanisme écologique, parce que les écologues réfléchissent à cette question aussi, c'est comment accepter, comment
accueillir, comment vivre avec le sauvage, comment réensauvager certaines zones urbaines et comment, sans pour autant le rendre acceptable, mais comment est-ce que ça peut être vivable de réintroduire de la nature dans la ville? C'est une question Mmh. essentielle, oui. Oui, parce que c'est vrai que forcément, comme ouais, je te laisse, Emeline, développer. Non, mais vas-y si tu veux, mais non, non, moi je voulais dire que voilà, donc ce qui est intéressant, enfin, c'est une question extrêmement importante parce que là on voit bien cette ambition de changement de paradigme, qu'elle est loin d'être simple, parce que finalement toute l'histoire de la ville, ça a été effectivement l'histoire de la maîtrise de la nature et de la mise à distance de la nature pour habiter en étant protégé de la nature, de ses aléas, mais aussi des loups, Ouais. voilà, des animaux dangereux. Donc faire revenir, voilà, on voit même dans le monde rural, faire revenir les loups, ça crée un certain nombre de polémiques. Donc faire revenir une nature vivante dans la ville, ce n'est pas si simple que ça, parce que ça renvoie effectivement à un changement culturel et de rapport à la nature et aux autres formes de vie extrêmement importantes. Donc ce que je voulais dire, je ne sais plus. Bah, peut-être que justement, on pourrait... Euh, Pardon, hein on a déjà réfléchi à cette question. C'est un des thèmes sur lesquels on travaille avec Emeline et d'autres, c'est cette réconciliation entre la ville et la nature, mais suppose un autre modèle qu'on n'a pas encore. Enfin, Emeline en parlera sûrement mieux que moi, mais dans l'histoire des villes, je ne sais pas si on a déjà rencontré un modèle qui permettait de trouver un équilibre Ouais, entre le sauvage et l'urbain, pas l'urbain, mais En tout cas, peut-être pour poursuivre, ouais. effectivement, on est en France, on est dans une scission entre la ville et la nature particulièrement importante, mais il y a d'autres villes et d'autres cultures qui ont moins mis à distance la nature ou qui ont tenté de faire revenir la présence de milieux naturels dans la ville et qui fonctionnent plutôt bien. Je pense par exemple à des villes comme Helsinki ou Utrecht, qui a complètement renaturalisé l'ensemble des canaux de la ville et implanté de vastes parcs connectés à la forêt, donc finalement qui permettent une porosité entre la ville et la nature environnante. Bon, Utrecht, c'est une petite ville, hein, donc on n'est pas dans une situation comme une métropole comme Paris, Londres ou Berlin. Enfin, Berlin est un bon exemple, justement, contrairement à ce que j'allais dire, de villes où le parti pris de vastes espaces naturels connectés aux forêts urbaines environnantes. Aujourd'hui, on s'amuse de voir des renards dans Berlin. Voilà, c'est des choses qui sont possibles Ouais, donc on a... sans que ce soit source de terreur. Mais effectivement, au démarrage, Berlin est un exemple intéressant dans la mesure où, suite à la réunification de Berlin-Est et Berlin-Ouest, il y avait de nombreux espaces vacants. La ville de Berlin n'avait pas les moyens d'entretenir l'ensemble et de réaménager l'ensemble de ces espaces libres, et donc a décidé de favoriser une nature, leur renaturation avec une nature vivace qui pouvait fonctionner Alors, sans gestion particulière. le contexte Et historique ce a qui a aidé. permis justement ce déploiement finalement d'une nature assez libre dans les espaces urbains, dans la ville. Et effectivement, au démarrage de ces approches-là, il y avait aussi à Berlin des citoyens qui reprochaient cette nature un peu trop spontanée dans la ville. Puis finalement, aujourd'hui, c'est devenu une identité de la ville berlinoise. Bah, donc on a quand même des exemples. Ouais, allez-y. Non, pardon, je voulais juste rebondir sur ce qu'Emeline vient de dire. C'est un exemple, mais quand on voit des herbes qui poussent sur les trottoirs, voilà, de manière spontanée, on voit bien qu'il y a des réactions qui sont très variables. Il y a des personnes qui sont ravies de voir voilà, des petites fleurs pousser entre les pierres dans le minéral, et d'autres pour qui cela représente un défaut d'hygiène. Voilà, c'est déplaisant.
grisant, c'est laid, c'est associé à de la saleté, et ça va à l'envers, enfin à l'inverse d'une attente hygiéniste, pardon, de la ville. Donc, encore une fois, c'est voilà, une question de perception, de goût et d'attente que l'on a par rapport à son environnement urbain. Bah, c'est vrai que C'est pour ça que l'exemple berlinois est intéressant, puisque finalement, au démarrage, il y a eu un certain nombre de réactions négatives vis-à-vis de cette nature spontanée, et aujourd'hui, elle fait partie de l'identité de la ville de Berlin, cette nature spontanée. c'est vrai que c'est intéressant ce que vous Donc, dites. et pour montrer aussi les évolutions culturelles Ouais. qui sont liées à son environnement urbain. Parce que c'est vrai que là récemment, j'ai vu, bon, je citerai pas la journaliste, mais c'est une journaliste de l'opinion qui publie très, très souvent des photos sur Twitter, des photos où par exemple il va avoir un peu d'herbe sur les trottoirs, un petit peu quelques pots de fleurs, des choses comme ça qui vont être un peu mis au hasard par la mairie de la ville il y a quelques années, ils avaient mis ça en place, ils avaient mis des petits potagers dans la ville de Paris. Et du coup, elle mettait ça en photo et elle disait que voilà, que c'était une honte, que c'était anarchique, que c'était, ça montrait vraiment, il y avait vraiment un aspect très négatif. Surtout l'exemple de l'herbe sur le trottoir, c'est vraiment ça. Elle disait que c'était vraiment un manque de respect à la belle ville de Paris. Et c'est vrai que c'est une façon de voir les choses, hein. C'est une histoire de perception. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment au milieu du gué, parce que l'expérimentation qui a été faite à Paris sur la mise à disposition, les permis de végétaliser, donc de donner des espaces à végétaliser aux riverains, la ville de Paris a décidé d'arrêter ce dispositif au motif que ça dégradait l'image de la ville de Paris. Donc c'est aussi des questions de représentation, de gestion, d'engagement citoyen aussi dans la durée par rapport à ce type d'initiative, d'esthétique. Enfin voilà, ça pose plein de questions et qui sont aussi dans notre relation à la ville et notre expérience de la ville. Qu'est-ce qu'on est prêt à y faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à y voir? Qu'est-ce qu'on est prêt à expérimenter ensemble dans une ville dont on hérite et dont il va falloir définir de nouveaux contours avec les changements globaux qui sont à l'œuvre. Oui, parce que ce qui est certain, c'est quand même que cette renaturation, elle est nécessaire, elle est indispensable, ne serait-ce qu'au titre de la biodiversité, parce qu'il y a quand même une situation alarmante en termes de raréfaction de la biodiversité. Et la possibilité de réintroduire de la biodiversité, de l'encourager en ville, elle est indispensable pour la protection de certaines espèces. Donc voilà, maintenant, il faut trouver des solutions pour que ça se passe. Après, c'est une question de changement. C'est-à-dire que le changement, c'est toujours pareil, hein. Donc, il y a un problème d'acceptabilité. Ouais, de transition, voilà. Les gens ont un peu du mal quand même à accepter. Alors, je suis pas d'accord. Je pense pas. Je pense que il y a des facteurs qui peuvent expliquer la difficulté de changer, mais si on part du principe qu'il faut que rendre les choses acceptables, là, on est sur un schéma un peu paternaliste et sur des systèmes d'influence sociale qui sont un peu critiquables. Mais cela dit, il suffit d'exposer parfois les enjeux d'une manière un peu plus claire. Je ne pense pas que ce soit si difficile d'aboutir à certaines transitions, surtout si elles sont nécessaires. Je pense qu'il faut qu'elles fassent sens, surtout. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut, selon moi, redessiner des horizons de société qui ne soient pas uniquement liés à l'effondrement, mais à une nouvelle manière d'habiter qui fasse sens pour chacun et qui soit source d'expérience et de plaisir à être dans une ville, dans un lieu, dans un village, où que ce soit, mais qui nous offre la possibilité de se sentir être avec soi-même, en relation aux autres, en relation avec l'écologie du monde. Je pense que c'est vraiment essentiel de redonner du sens. Oui, et
une philosophe, Chris Younes, parle des récits, de la nécessité d'introduire de nouveaux récits pour pouvoir, notamment, enfin, en l'occurrence, aboutir à ce type de transition. Mais en tout cas, tant qu'on sera dans des injonctions contradictoires qui sont, voilà, il faut s'adapter au changement climatique, renaturer, sauver la biodiversité, mais qu'à côté, on encourage une consommation frénétique, effectivement, les citadins, enfin les citoyens s'y perdent un petit peu. On peut difficilement accompagner un changement en introduisant en permanence des discours dissonants. Voilà. Voilà. Et je vous propose de faire une toute petite pause musique. Et juste après, je vais vous poser 2-3 questions. Je vais continuer un peu à me faire avocat du diable parce que j'ai encore 2-3 questions à vous poser quand même sur la ville de demain. Et du coup, vu que vous avez de très bonnes réponses, je vais continuer un peu à vous embêter. Voilà, à de suite. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il y a une vérité souple, sombre, nue, un truc... Ça y est, la furtivité, nous la réussirons uniquement si tu t'immoles, Tu sais ce que ça veut dire, immole, mola, le sacrifice, le feu. On doit créer notre feu ensemble. Il faut que les gens soient extrêmement près de nous, mais près, parce que la liberté est un feu. Et qu'on a moins besoin de bois, de bûches que d'air, d'un air qu'on s'abrique nous-mêmes, du dedans, avec nos gorges. L'air de rien. Alain, il faut que la fuite, elle existe complètement en toi. Que les furtifs, ils soient toi. Qu'insaisissable, tu le deviennes. Et la rage du sage, et le rouge ouvert, et les anarchitectes, et les taxis, et les mendiants, il faut que tu vives complètement là-dedans. C'est ça qu'il faut, il n'y a que ça qu'il faut. Il faut coller autant, coller autant, coller autant, coller autant. Et que tu fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, tu effaces tout, tu n'as pas de futur, t'as pas d'identité, t'es rien. L'identité, c'est de la merde. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand tu es capable d'ouvrir une poche de liberté pure dans la ville. Un dehors sauvage, une friche qui pousse dans les cœurs, dans les crânes. Ça restera. Ça mérite que tu vives. Tu peux vivre pour ouvrir ce dehors. Ça mérite que tu vives, tu vois. Là, t'es pas né pour rien. Là, t'es un couteau debout. T'es une lame qui tranche et qui marche dans la ville. Là, t'as une nécessité. Quand tu traces ça, t'es pas un clone, t'es pas un bloom, t'es pas un clown. T'as une nécessité. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Dorothée et Emeline avec qui on parle de la ville. Donc là, on va continuer à parler de la ville de demain. Bon, déjà, je te laisse, Dorothée, commenter un peu cette musique que tu as choisie. Oui, alors, je pense que Emeline et moi, on a mené une recherche sur les implications du développement du numérique dans la ville il y a quelques années, et on a rédigé un ouvrage, et en rédigeant l'ouvrage, on lisait en même temps toutes les deux Les Furtifs d'Alain Damasio, et bien sûr, on a été déjà totalement séduite par cette œuvre. Et on s'est dit qu'il fallait absolument le rencontrer parce que ça faisait totalement écho aux analyses que l'on faisait des entretiens avec les personnes qu'on faisait sur le terrain. Et puis bien sûr, on a découvert un peu aussi son univers musical. On l'a rencontré et déjà son œuvre est foisonnante, extraordinaire et je l'aime énormément. Mais en échangeant avec lui, ça faisait encore une fois, ça fait écho à ce que nous disions tout à l'heure, c'est cette nécessité de se reconnecter au vivant, de retrouver une vitalité, alors que, le point de vue d'Alain, c'est quand même de dire que, voilà, les villes sont de plus en plus normées, lissées,
connecté, surveillé. La dimension sécuritaire est très présente et ça, il en parle pas mal dans la préface de l'ouvrage que l'on a écrit avec Emeline. Et vraiment, son propos, c'est voilà, on lâche les téléphones, on retrouve une posture, on réexpérimente la ville, les autres, on réouvre les yeux, on réouvre les sens, on redéploie le corps, on se reconnecte au vivant. Et c'est vrai. Et voilà, dans cet extrait qui est aussi, qu'on peut regarder sur YouTube, on voit bien, il parle avec son corps, il crie, il invite, voilà, c'est vraiment un appel à poser les téléphones et à se reconnecter avec le monde qui nous entoure. Et voilà, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de la théorie de l'extinction de l'expérience et de ce drame quand même qui fait que beaucoup de personnes, et voilà, on regarde les comportements des adolescents où beaucoup de gens, de personnes qui sont courbées sur leur téléphone avec cette posture complètement ratatinée et coupée du monde. Il est essentiel de se déconnecter et de se reconnecter au monde qui nous entoure. Voilà, donc voilà, c'est cette séance, ce morceau de musique, c'était un concert Nova, me semblait vraiment faire écho à des réflexions que l'on mène avec Emeline. Pourquoi on dit que le numérique, ça peut être une solution alors? Ah ben, nous, on ne dit pas. Ça peut être... ce sont des services. Il y a des services qui sont intéressants. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à se voir, nous, pour cette émission de radio, et c'est dommage, et on l'a fait à distance. Le numérique nous a permis de continuer à faire certaines choses pendant le confinement, permet à des habitants d'écolieux d'aller vivre à la campagne et de rester connectés avec leur vie professionnelle qui était avant ancrée dans les villes. Donc, il y a des services qui offrent de nouvelles possibilités, mais par ailleurs, il y a des incidences qui sont un peu qui sont néfastes, voire alarmantes, puisque voilà, dans cette recherche dont je vous parlais tout à l'heure, on a pu constater quand même qu'il y avait une déconnexion du réel quand des personnes se promènent dans la ville avec leur téléphone, qui quand même conduisent à parfois un isolement et à quasiment, ce qu'on peut appeler comme... Alain Damasio parle d'une fragmentation de l'individu, moi je parle plutôt d'une fissuration, c'est-à-dire qu'on est à la fois ailleurs, avec un téléphone, dans un espace qui est indéfini, avec des personnes qui ne sont pas là au moment où l'on est, au moment où l'on parle. Et donc, il y a une espèce de déconnexion, une fragmentation de la personne qui, moi, me semble très problématique. Alors, moi, je ne parlerai pas de déconnexion du réel, je parlerai plutôt d'évolution du rapport au lieu, c'est-à-dire qu'avec la pratique du numérique, notamment le smartphone, qui est un objet qui n'est absolument pas conscientisé, qui est incorporé finalement à chaque individu, finalement, les personnes changent leur perception de la ville. Elles ne sont moins centrées sur la vue, forcément, puisqu'elles sont en train de regarder leur téléphone, elles vont ralentir la marche, donc elles vont avoir un rapport plus intuitif avec la ville, plus intuitif avec les autres, qui va mobiliser d'autres sens, d'autres sensations, donc les sonorités, le mouvement, un peu comme un animal qui ressent la kinesthésie des mouvements des autres, les matières, les toucher au sol, etc. Donc il va y avoir effectivement un mode de relation qui est beaucoup plus intuitif. Donc la question qu'on se posait, c'était effectivement comment transformer la ville pour que ce rapport intuitif puisse passer aussi à des moments de réancrage finalement dans l'espace commun, dans l'espace public, dans la ville, dans la relation à l'autre, et ne plus être effectivement dans cette relation ambivalente entre un rapport diffus à la ville et puis un rapport
diffus à l'ailleurs, à soi. Donc essayer de retrouver effectivement du réancrage. Et donc à nouveau la question de la présence de la nature, des sensations dans la ville, de reconnecter à travers des sonorités, des odeurs, des matières, des sensations qui permettent effectivement de se resituer ici et maintenant et pas seulement dans des projections ailleurs et dans le futur, passé ou je ne sais où, Je vais, ou dans le monde virtuel. je vais continuer un petit peu à vous embêter, mais par exemple, si, bon, c'est vrai, voilà, on va relancer par exemple la nature en ville, on va par exemple réduire peut-être l'impact du numérique sur les individus, donc peut-être être plus concentré sur ce qui se passe autour de nous. Mais par contre, on va quand même avoir des problématiques. Donc là, je me fais toujours voilà, un peu avocat du diable, hein. Si on a des problématiques qui sont bon, démographiques, donc de population, on a des villes donc attractives avec une population croissante, et sachant qu'on sait qu'il faut, on va dire, moins étendre l'urbanisation. Si on part de ce postulat-là, est-ce que la densification, qui va donc être croissante, est compatible à cette image de la ville de demain? Alors aujourd'hui, je pense que les questions se posent peut-être un peu différemment, puisque on parlait des évolutions du rapport à la ville, d'une ville qui reste attractive, mais qui devient moins attractive pour d'autres. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il faut décentrer la question et parler plutôt en termes d'aménagement du territoire. Les fameuses ZAN, zones enfin, le fait de, on va pas parler techno, mais le fait de densifier la ville pour limiter l'extension urbaine est une idée qui a tout à fait toute sa cohérence, de privilégier la ville compacte, mais en même temps, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, il faut aussi renaturaliser la ville. Donc on est face à une ambivalence, c'est-à-dire que pour renaturer, il faut aussi de l'espace libre, il faut qu'il y ait de la pleine terre, on ne va pas uniquement avoir une nature artificielle qui, sur les toits ou des façades végétalisées. C'est pas du tout la même qualité de nature, et si on veut effectivement revenir en lien avec l'écologie territoriale du monde naturel, on ne peut pas être uniquement centré sur une nature artificielle, ce que j'appelle artificielle, hors sol. Donc ce qui est important, c'est effectivement de créer des espaces de respiration dans les villes, tout en limitant l'extension urbaine. Donc on ne peut pas tout faire au même endroit. Donc ça veut dire effectivement qu'il faut poser des questions entre les équilibres entre ville moyenne, petite ville, village et grande ville. Et donc là, il y a une grande question qui se pose en termes d'aménagement du territoire, il me semble. Et j'ajoute, parce que donc, vous avez posé, enfin, la question posée portait sur la densité. La densité, elle est aussi perçue, et quand elle est vécue, voilà, un environnement qui est trop dense, voilà, génère des stress, et s'il n'y a pas d'espace pour pouvoir mettre à distance ces stress, la réduction de l'espace vital devient invivable. Donc, comme disait Emeline, c'est pas à l'échelle de la ville que l'on peut trouver des solutions, mais à l'échelle de l'aménagement du territoire. Et donc, dernière question avant de clôturer le sujet et de passer aux questions personnelles. Donc voilà, donc on a parlé donc de la ville de demain, une nouvelle façon de voir la ville. Qui vont être les acteurs de ce changement? Est-ce que c'est les citoyens? Est-ce que c'est les acteurs principalement politiques? Bon, bien sûr, je présume que c'est un peu tout le monde, donc je vous laisse répondre sur ça pour conclure cette interview. Effectivement, les citoyens, comme je disais tout à l'heure, au lieu de leur faire avaler des couleuvres, enfin en tout cas d'attendre qu'ils acceptent tout ce qu'on veut bien leur faire accepter, leur demander ce à quoi ils aspirent, leur demander un peu plus. Voilà, on a pas mal dénoncé avec Emeline toutes les normes qui conduisent à l'acceptabilité et les critères qui définissent la qualité de vie dans les différents labels. Mais quand nous, on travaille sur la qualité de vie, et la définition que les citadins donnent de la qualité de vie est tout autre. Donc effectivement, déjà prendre davantage en compte
la dimension citoyenne, mais aussi les maires. Je pense que les maires devraient être des acteurs beaucoup plus écoutés, et donc ce qui suppose une décision un peu plus décentralisée dans notre pays. Mais je crois que les maires devraient avoir davantage de possibilités d'intervenir sur leur territoire. Merci beaucoup, Dorothée. Donc, je vous propose de passer maintenant aux questions personnelles. Et la première, je crois que je ne vous l'avais pas mis dans la liste quand je vous l'ai envoyée en mail, parce qu'elle est toute nouvelle, c'est est-ce que vous vous sentez anxieuse face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels? Alors, pardon, je vais me permettre de commencer parce que moi, je viens de donner un cours sur l'éco-anxiété. Donc, moi, pas du tout. Parce que en travaillant dessus, j'ai mis à distance, c'est une angoisse qui est mise à distance. En revanche, c'est extrêmement préoccupant et je mesure à quel point les personnes avec qui on s'entretient dans le cadre de nos recherches, comme des personnes de mon entourage, sont affectées de plus en plus profondément par une déconnexion avec un environnement de qualité et un environnement qui est jugé de plus en plus délétère, affectant autant le bien-être, la santé que le sens de la vie, tout simplement. Tout à l'heure, Emeline disait qu'il fallait vraiment que les choses aient du sens pour que des personnes adhèrent à certains changements. On parlait de la ville écologique. Eh bien, encore une fois, l'éco-anxiété, c'est aussi une perte de sens dans les modes de vie, dans nos modes de vie, alors même que les enjeux climatiques et environnementaux sont considérables. Ah, c'est vrai. Alors personnellement, je ne suis pas anxieuse non plus, mais je suis inquiète évidemment par rapport au flot d'informations négatives et aux menaces qu'on nous annonce, qui sont annoncées. Je ne suis pas anxieuse pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que en travaillant sur ces questions, ça permet d'agir et de transposer effectivement l'anxiété autrement. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais d'espérance ou en tout cas de possibilité de se projeter et de transposer, de passer à l'acte, d'avoir un moteur pour l'action. Et la peur, c'est évidemment est un limitateur pour l'action. Et donc, c'est pour ça que ça me paraît vraiment important de pouvoir passer à l'action dans cette transition écologique ou cette transformation écologique qu'on doit mener tous ensemble dorénavant. Et je rebondis sur ce que dit Emeline. Dans les thérapies qui sont observées pour aider les éco-anxieux, c'est le passage à l'action, le fait de devenir acteur est vraiment parce que l'éco-anxiété aussi, c'est une forme de passivité face à une menace qui nous dépasse et qu'on ne contrôle pas. Et le fait de s'engager, d'agir, c'est vraiment le vecteur qui permet de mieux faire face à ces angoisses. Et vous-même, qui faites une émission radio sur ces sujets-là. En fait, au fur et à mesure d'entendre des gens qui sont remplis d'espoir et de confiance, j'avoue que j'ai commencé l'émission il y a quelques mois, j'étais beaucoup plus anxieux que maintenant. Au final, il y a quand même des gens qui ont quand même énormément de motivation et de volonté, donc ça donne envie d'agir. Et en parlant donc d'action, quelles sont vos actions du quotidien à toutes les deux? Vos habitudes? Je ne suis dans aucune association écologique personnellement. En revanche, j'essaye vraiment dans mon investissement dans la recherche, de faire avancer des idées, d'essayer. Je pense qu'il y a beaucoup de niveaux d'intervention. Chacun peut intervenir à son niveau. À mon niveau, j'essaye d'intervenir à travers la recherche. Et puis sinon, dans ma vie quotidienne. Ouais. Bon, j'ai une voiture parce que je ne vis pas en centre-ville, je n'ai pas de... Mais j'essaye d'être au maximum sobre. Alors, ça va peut-être être un petit peu répétitif, mais effectivement, j'ai un mode de vie que j'essaye d'être écologique avec, comme tout le monde, ces ambivalences. J'ai un téléphone portable, j'utilise le numérique
évidemment. Donc, par l'engagement dans la recherche et d'essayer de contribuer justement à penser le monde de demain ou d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça, c'est un point important. Et puis peut-être aussi en sensibilisant fils, ses amis, mes amis, autour de moi, de proche en proche, sur ces questions-là, qui ne sont pas toujours partagées et pas toujours conscientisées, même si évidemment ça a évolué très fortement depuis quelques années. Est-ce que vous avez des œuvres à conseiller? Alors, ça peut être une œuvre littéraire, une œuvre de votre choix. Alors récemment, j'ai lu un livre de Thomas Reverdy qui s'appelle Climax, qui parle justement d'une catastrophe sur une plateforme pétrolière au pôle Nord et du changement climatique et de toutes ces questions. Donc qui est assez marquante pour sensibiliser sur le sujet du changement climatique et le transposer, je pense aussi, à travers le jeu. Et je vais aussi parler d'un livre que je viens de lire récemment, c'est Sidération de Richard Powers, qui montre magnifiquement à quel point la reconnexion à la nature permet de retrouver un lien à soi, à l'univers et le sens de la vie. Il a écrit aussi L'Arbre Monde, oui. qui est absolument magnifique et qui parle justement de l'arbre pour l'enracinement et le rayonnement vers le ciel, et comment c'est un axe fondateur autant pour soi, pour sa famille, pour ses proches, pour la vie en général. Est-ce que vous avez une personnalité publique qui vous inspire? Alors, Luc Schuiten, moi, Ça, je vais vous parler. c'est la question, là. Peut-être qu'Evelyne, on le connaît tous les deux, on l'a rencontré. Luc Schuiten, architecte végétaliste, qui a fait beaucoup de bandes dessinées avec son frère, un peu SF dans les années 80, et qui maintenant propose des alternatives d'architecture végétale qui sont magnifiques et qui s'insèrent très très bien dans l'espace urbain et qui montrent que c'est un peu futuriste, mais qui montre qu'il y a des solutions pour marier la ville et la nature, qui moi me plaisent beaucoup. Parmi les personnalités publiques, il se trouve qu'Alain Damasio prend position aussi, et je trouve que c'est une manière intéressante. Enfin, c'est quelqu'un qui a un parcours assez intéressant, qui est assez tranché dans ses choix de vie, mais qui ouvre sur de nouveaux univers, enfin, comme dans Les Furtifs, où il parle de la vie dans les toits. Il nous évoquait qu'il avait imaginé aussi dans les souterrains, en fait, dans les derniers espaces libres de nos territoires habités. Et je trouve que ça peut être tout à fait... c'est quelqu'un qui donne une vision tout à fait intéressante du futur. Merci beaucoup. Et vous vous informez sur quels médias en général? La presse écrite plutôt, la radio beaucoup, les podcasts bientôt. Le mien est pas mal, je vous conseille. Je crois. Donc effectivement, ça va être la presse écrite, et puis les réseaux, les blogs, peut-être un peu spécialisés sur les sujets et les postures politiques qui m'intéressent. Et enfin, la dernière question, hein, ma préférée, la préférée de la plupart de mes invités, parce qu'elle est assez marrante, c'est si vous étiez en face, donc, au moment où les auditeurs vont écouter l'enregistrement, hein, je pense qu'on saura le nom du président ou de la présidente qui sera élu. Donc, quel conseil vous lui donnerez sur un sujet environnemental précis ou de votre choix? Alors justement, moi je pense qu'il ne faut pas donner un conseil sur un aspect environnemental, mais bien sur une approche holistique, globale. Et en ce sens, la dimension, la notion même d'écologie, elle est particulièrement puissante. Et donc, d'envisager une politique
transversale où l'écologie a sa place dans tous les ministères, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait nous permettre de changer de paradigme et de penser autrement nos villes, notre société et notre avenir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Emeline. Et l'écologie est peut-être encore parfois représentée comme une forme d'archaïsme et d'un refus du modernisme. Et à l'inverse, l'écologie est complètement entrée dans la vie moderne et n'est pas une régression et devrait avoir toute sa place dans un projet de société. Bon bah, écoutez, merci beaucoup toutes les deux. Pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler vos ouvrages si jamais, alors, si vous voulez, hein, ça c'est... Oui. Alors donc, on a écrit un ouvrage sur la qualité urbaine aux éditions Mardaga et toujours avec le même éditeur, on a édité un ouvrage qui s'appelle Ville numérique, la qualité urbaine en question. On poursuit sur le sujet, mais à partir de l'entrée de la question du numérique. Et parallèlement, on a également écrit 3 livres sur la dimension écologique et la nature en ville. Donc l'un qui s'appelle Biodiversité urbaine pour une ville vivante aux éditions PC avec Alain Mogard. Un autre qui s'appelle La ville en vert. La ville en vert, merci. Avec Alain Mogard, Alain Bougrain-Dubourg, Fabrice Dorso, aux éditions PC aussi. Et puis, avec le groupe d'urbanisme écologique, on a édité, il y a un ouvrage qui sort ces jours-ci qui s'appelle Réinventer la ville avec l'écologie. Et donc, qui pose justement un certain nombre de pistes sur les changements de paradigme de la ville écologique et biodiversitaire qu'on pourrait envisager. Bah écoutez, merci beaucoup toutes les deux, hein. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'On n'est pas sorti des ronces sur Radio Alliance Plus et Rage. La cagnotte Tipeee pour soutenir le projet est toujours en ligne sur la page Instagram et Facebook. Tous les épisodes sont toujours disponibles en streaming sur Spotify, Deezer, etc. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.